J'ai pas trop eu une éducation où on m'emmenait en pleine nature. Pendant mes premières randonnées, c'était à 18 ans. Ça a été un émerveillement vraiment et du coup, ça m'a donné envie d'aller voir de plus en plus d'autres milieux, de découvrir d'autres espèces et ouais, ça a été un peu une claque quand même de découvrir tout ça. Je pense que c'est important qu'on arrive à rester un peu positif et surtout se regrouper pour monter des beaux projets. Être seul pour monter un projet, c'est assez compliqué. Être à plusieurs, c'est beaucoup plus sympathique, c'est beaucoup plus motivant. Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Dans son dictionnaire, les mots qu'il nous faut, Jeanne Hénin propose ce verbe, sauvaguer. Sauvaguer, c'est l'action de libérer des lopins de terre de l'emprise humaine pour laisser à nouveau la vie s'y déployer. Et ce verbe pourrait bien résumer la mission de mon invitée du jour. Victorine Delachaise est cofondatrice et codirectrice de l'Association des espèces par millions, qui œuvre depuis bientôt 10 ans à recréer des îlots de biodiversité en pleine ville. Sur les berges du Rhône ou de la Saône, l'association expérimente, restaure, invente des espaces propices à l'accueil du vivant avec une ambition folle, rendre la ville habitable pour toutes les espèces. Cette année, Victorine est l'une des lauréates du prix Terre de Femmes de la Fondation Yves Rocher. Dans cet épisode, Victorine nous raconte son parcours, de son enfance très urbaine à ses études qui l'ont conduit vers le métier de naturaliste et les débuts un peu fous de l'association. Elle nous parle aussi de castors, de papillons, de libellules, de salamandres tachetées que l'on retrouve dans les rues lyonnaises et bien évidemment de la puissance du collectif. Je vous laisse en compagnie de Victorine. Bonne écoute à vous. Ça y est, je suis arrivée à Lyon après un trajet en covoiturage et je remonte doucement la rue du Jardin des Plantes pour découvrir l'association des espèces par millions. Victorine est l'une des 3 lauréates du prix Terre de Femmes et avec son compagnon, ils ont créé l'association des espèces par millions qui a pour but et pour mission de réhabiliter les berges du Rhône mais aussi de la Saône pour créer des îlots de biodiversité propices à l'installation d'espèces, d'insectes, d'oiseaux ou même des castors. Voilà ce dont on va parler aujourd'hui avec Victorine. Et moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'elle est tant attachée au monde vivant. Est-ce qu'elle a grandi en contact avec la nature ou au contraire, est-ce que c'est une passion qu'elle s'est découverte un petit peu plus tard ? Salut Victorine. Salut, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi de me recevoir dans ces merveilleux bureaux avec une vue absolument fantastique sur Lyon. Tu vas nous raconter où on est. Je te propose que tu te présentes brièvement et que tu nous parles de l'association des espèces par millions. Et puis ensuite, on va vraiment plonger dans ton histoire et essayer de découvrir d'où te vient cette passion pour le monde vivant. Oui, alors du coup, je m'appelle Victorine Delachaise. Je suis la cofondatrice et la codirectrice de l'Association des espèces par millions. Et l'Association des espèces par millions, c'est une association naturaliste, c'est-à-dire qu'on étudie la faune et la flore. Et on est spécialisé autour des questions de biodiversité urbaine à Lyon. Super. Et on est où aujourd'hui ? Alors là, on est dans nos bureaux au milieu du parc des Chartreux, dans le 1er arrondissement de Lyon. Ça s'appelle la Maison de l'économie circulaire. C'est une maison associative qu'on partage avec 7 autres structures. Et du coup, on est basé ici depuis 7 ans. Génial. Donc, ça nous donne une petite idée de l'ancienneté de cette association. On va y revenir. Mais avant ça, j'aurais aimé que tu nous parles de ton enfance, de ta relation au monde vivant. Tu es naturaliste de formation. On va avoir l'occasion de développer ça.
Comment est-ce que ça t'est venu? Tu as grandi au contact de la nature? Comment est-ce que tu as grandi? Raconte-nous. Alors pas du tout. Donc je suis née à Lyon, j'ai grandi à Lyon vraiment, en pleine ville, un peu dans le périurbain. J'ai pas trop eu une éducation où, on m'emmenait en pleine nature. Pendant mes premières randonnées, c'était à 18 ans, je pense. J'ai toujours eu pas mal de contact avec les animaux, par exemple. Donc j'en ai toujours eu autour de moi, c'était vraiment un vrai besoin, par exemple, ce contact-là. Mais sinon, j'avais pas vraiment d'immersion, en milieu, naturel, vraiment ce lien avec la nature. Mes premiers souvenirs que j'ai un peu plus, de cette connexion, c'est chez ma grand-mère en Saône-et-Loire, où vraiment, quand on est là-bas, c'est un environnement, on est un peu coupé du monde. Et c'est vraiment là où je me sentais bien. Mais c'est vraiment mon seul souvenir que j'ai de nature. Pour moi, il y avait le milieu urbain là où je vivais et chez ma grand-mère à la campagne, quoi. Et donc le milieu urbain, c'était, en périphérie, de Lyon, c'est ça? Donc quand Ouais. même assez dense, voilà quand même une grosse agglomération. Et chez ta grand-mère, qu'est-ce qui te permettait de t'évader? C'était plutôt la forêt, des grandes plaines? Où est-ce que tu te baladais? C'était surtout le fait qu'il n'y ait pas de bruit, je pense. Ça me marquait énormément. Et la diversité des paysages, il y avait vraiment des zones de pleine plaine. Après, le milieu forestier, il y avait une grande rivière en dessous. Il y avait une sensation d'être coupé du monde, en fait, de plus à... J'avais même pas l'envie d'avoir un portable, de parler avec d'autres personnes. Ça a toujours été comme ça là-bas. Il y a vraiment une atmosphère assez géniale qui est hyper opposante. C'était, ton havre de paix. Et donc tu le disais, première randonnée aux alentours, de 18 ans, en tout cas Ouais. premier souvenir de randonnée. Qu'est-ce que tu découvres à ce moment-là? Dans quel univers ça te plonge? Et ben, je découvre que j'ai loupé pas mal de choses quand même que j'aurais pu faire. Puis surtout des nouveaux milieux, écosystèmes. Je connaissais pas du tout ça. À la montagne, j'allais de temps en temps au ski, mais jamais pour faire de la... Ouais, j'ai une famille qui est pas du tout connectée avec ce milieu-là. Ça a été un émerveillement vraiment, et du coup, ça m'a donné envie d'aller voir de plus en plus d'autres milieux, de découvrir d'autres espèces. Et ouais, ça a été un peu une claque quand même de découvrir tout ça. Comment est-ce que tu as commencé à découvrir justement, ces espèces? Grâce à des balades, des randonnées? Tu partais, pour observer, les oiseaux, pour les écouter? Voilà, qu'est-ce qui t'a attiré en premier? Plutôt la faune, la flore, les 2? Ce qui a vraiment changé, c'était en fait avec Quentin. Donc, on a commencé nos études en BTS. Tous nos amis étaient en dehors de Lyon. On était vraiment les deux citadins. Et du coup, on s'entraînait en centre-ville à étudier du coup les espèces. Et c'est vraiment là où il y a eu un peu le déclic de se dire, mais en fait, même en plein centre-ville, même dans un parc urbain, il y a telle espèce de papillon, par exemple, sa chenille, elle est élevée par des fourmis qui vivent juste en dessous. Enfin, en fait, il y a un monde dans notre monde, et ça, c'est été le gros élément déclencheur de mon intérêt pour ce métier. Et du coup, ouais, je suis plutôt faune que flore. J'essaye la flore, mais c'est un autre monde encore. J'aimerais bien, mais bon, il y a déjà pas mal de choses à faire en faune, donc je reste là-dessus pour l'instant. Petit à petit, tu disais en BTS, donc ça veut dire que après ces randonnées à 18 ans, la découverte du monde vivant pendant la période du lycée, j'imagine, tu as choisi de t'orienter vers un BTS pour devenir naturaliste déjà à l'époque? Pas trop, non, parce que même la randonnée, je pense que c'est après du coup, parce que c'était en BTS que j'ai commencé mes premières randonnées. De base, je voulais faire une école de commerce et du marketing, donc rien à voir. Et vu que mes notes n'étaient pas assez élevées, en fait, j'ai pas pu rentrer dans les écoles que je voulais. Et en troisième ou quatrième choix, pour un peu en rigolant, je me suis dit, bah tiens, BTS gestion et protection de la nature, ça a l'air d'être sympa, mais j'y croyais pas trop. Et du coup, j'ai été prise dans cette école, mais vraiment avec le hasard, parce que c'est pas ça au début du tout que je savais même pas que c'était un métier en fait. Incroyable. Donc ouais, c'était vraiment le hasard. Ah ouais, donc vraiment la loterie. Et puis finalement, bon, c'est que ça t'intéressait, ou en tout cas ça avait titillé ta curiosité, mais tu pensais pas forcément être retenue. Donc tu arrives dans ce BTS, tu découvres un nouvel univers, j'imagine. Tu tombes aussi avec des passionnés, des élèves passionnés par la nature, le vivant. Ouais, c'est ça. C'est mon premier réflexe, c'était un peu qu'est-ce que je fais là. C'était pas du tout ce que je voulais faire, et je suis pas. En plus, j'avais arrêté moi les sciences en troisième, donc j'étais dans un monde où je comprenais pas trop. En fait, il y a un peu mes parents qui m'ont obligée à continuer, parce qu'au début, moi, je voulais arrêter et partir autre part. Vraiment, un des gros éléments déclencheurs, ça a été ma rencontre avec Quentin, du coup, qui a cofondé avec moi l'association. Ce projet-là, du coup, de Des espèces par million, qui m'a permis de rester dans ce milieu-là. Et toutes ces parties où vraiment, comme je te disais, on a dû s'entraîner dans le milieu urbain et se dire, mais tout ce qu'il y a comme espèce, c'est assez incroyable. Et ce qui est rigolo, c'est que Quentin, lui, est un très gros passionné depuis tout petit. Et moi, du coup, j'étais la nouvelle, quoi, qui découvrait un peu qu'il y avait des fouines en ville, tout simplement. Je savais même pas que ça pouvait exister.
Et c'est un peu de là que l'association est née. C'était un peu cette envie de montrer aux gens comme moi qui n'y connaissent rien et on n'a même pas l'idée qu'il y a ça en milieu urbain, de pouvoir leur montrer via des vidéos. Au début, c'était vraiment ça l'association, via des vidéos, toute la diversité des espèces qu'il y avait. Mmh. Oui, donc en fait, tu as été ton propre cobaye, ou en tout cas, C'est ça. tu t'es mise en situation. Et aujourd'hui, avec quand même une très grande approche pédagogique avec l'association, j'ai pu un peu parcourir votre site, mais aussi balayer tous les travaux que vous avez faits. Il y a vraiment une volonté de transmission et d'accessibilité. L'idée, c'est vraiment de rendre le monde vivant accessible à toutes et à tous. Est-ce que, avec cette maxime de Jacques Cousteau, mais bien connue, que on protège ce que l'on connaît, est-ce que tu penses que ça a infusé aussi en vous, que toi, une fois que tu as découvert les fouines, les castors, ces chenilles élevées par des fourmis, etc., ça t'a donné envie de les protéger? Ah oui, complètement. Je pense que c'est un des gros socles de l'association aussi, c'est connaître pour pouvoir préserver. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a une sorte de déclic. On le voit, nous, en animation, par exemple, il y a des personnes qui viennent pour une sortie sur les oiseaux, par exemple. Ils ne regardent pas, en fait, où il faut regarder. C'est-à-dire qu'il y a un problème une dissonance entre ce qu'ils veulent voir et ce qu'ils arrivent à voir. Et juste après l'animation, en fait, ils se rendent compte on avait des filtres, en fait, devant les yeux. Et d'un seul coup, on voit 60 espèces différentes en 2 heures. Et il y a vraiment une sorte de déclic et de regard d'enfant qui revient, qui est hyper satisfaisant. Et quel que soit l'âge, je l'ai vu sur des grands-parents, sur des enfants, enfin, c'est assez agréable. Et en fait, ce besoin de reconnexion, il y a quelque chose de hyper positif et d'apaisant. Et du coup, ça donne envie d'aller toujours plus loin et de regarder d'autres espèces, de comprendre. Et chaque espèce a son anecdote, son interaction, son histoire. Et en fait, c'est hyper passionnant. C'est une bibliothèque. On ne s'arrête jamais de découvrir des choses. Donc, tu nous disais un parcours académique plutôt classique, avec un BTS en gestion et protection du monde vivant, c'est ça? De la nature. De la nature. Et à l'issue de ce BTS, vous avez directement cofondé l'association? Oui, c'était même pendant le BTS. En 2e année, on a décidé de la monter. Et après, du coup, j'ai continué en licence. Donc, vraiment, l'association, elle a bien débuté en 2018. 2015 à 2018, ça a été plutôt une période où on a beaucoup réfléchi au projet, à ce qu'on voulait faire, rencontrer les autres structures aussi pour être complémentaires, les collectivités, et bien réfléchir à où on voulait aller pour qu'en 2018, on puisse directement commencer des premiers projets, quoi. L'univers associatif, c'est un univers que tu connaissais, alors pas forcément associatif pour l'environnement, mais l'univers associatif dans sa globalité? Non, pas du tout. Ouais, c'était vraiment découverte sur. Je pense qu'avec Quentin, on savait pas trop où on mettait les pieds. Au début, on s'est dit bah tiens, on va monter une association, mais sans avoir l'idée d'être salarié un jour, de monter ce type de projet. C'était vraiment, on avait 18 ans, l'idée juste de faire des vidéos. Et je sais même pas pourquoi on est parti sur un statut associatif pour ça. Franchement, je pourrais même pas, je sais pas. Et du coup, on a appris sur le tas comment ça fonctionnait. Et aussi toutes les joies du milieu associatif, comme l'administratif, la comptabilité, tous ces trucs. Il n'y a pas que le terrain. Il n'y a pas que le terrain, bien évidemment. Il y a une grande part administrative, les subventions aussi, remplir des dossiers, etc. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Avant qu'on s'intéresse vraiment à l'association des espèces par millions et que tu nous expliques toutes vos missions, j'aurais aimé quand même que tu nous expliques peut-être le métier de naturaliste, que tu nous racontes en quoi ça consiste, ou en tout cas les différentes formes que ça peut prendre, pour que les auditeurs et auditrices puissent se projeter, et peut-être que ça fera naître des vocations. Oui, alors c'est peut-être ma définition naturaliste, parce que je pense que chacun a une définition un peu différente. Pour moi, c'est un travail où l'objectif, c'est vraiment d'apprendre à reconnaître et à identifier la flore et la faune qu'on a autour de nous, ce qui permet un peu de voir dans quel milieu vit cette espèce, quelles sont ses interactions, qu'est-ce qu'elle a besoin pour accomplir son cycle de vie, quelles sont les menaces qui pèsent sur elle. Donc, c'est vraiment d'apprendre vraiment à identifier tout ce qu'il y a autour. Et en plus de ça, c'est pas juste de sortir une liste d'espèces, c'est d'après de mettre en place des actions concrètes pour pouvoir les préserver au maximum. Donc, c'est vraiment un métier où c'est de l'observation et de la curiosité. Je pense que c'est les 2 grosses qualités qu'il faut pour ce type de métier. Et après, bien aimer le terrain dehors, sous la pluie et qui neige. D'être vraiment à la découverte de la moindre mousse sur un mur jusqu'à un cormoran qui passe dans la Saône, quoi. Est-ce qu'il y a des naturalistes qui t'inspirent, qui t'ont inspiré, dont tu affectionnes particulièrement
le travail ou des associations naturalistes aussi? Moi, je suis une grande fan de Jane Goodall. Je pense que c'est une des personnes qui m'inspire le plus. Et après, ouais, il y a plein de naturalistes. Il y a des personnes, par exemple, qui sont spécialisées sur, qui font de la bryologie, donc l'étude des mouches. Je trouve ça impressionnant d'être spécialisé de ça, d'être spécialisé je sais pas, des acariens. Voilà, c'est des personnes qui m'impressionnent parce que c'est un univers qui est complètement différent et je trouve ça génial de s'intéresser à ça. Oui, chacun va avoir aussi sa spécialité, son domaine de prédilection, etc. Toi, est-ce que tu as une spécialité? Oui, alors moi, c'est les papillons et les libellules. Après, j'aime bien aussi, je fais un peu tout ce qui est les oiseaux, mammifères, voilà aussi les amphibiens et les reptiles, ou très faune, tu vois, j'ai pas dit un morceau de flore, mais ouais, c'est vraiment les papillons. Plutôt les papillons. Et Quentin, qui a cofondé l'association avec toi, il a une spécialité? Oui, lui, c'est les coléoptères saproxyliques. Donc, c'est les coléoptères qui se nourrissent du bois mort. D'accord. C'est précis. Très précis. Forcément, avec ton expérience, tes connaissances, tes compétences, tu as une bonne vision de la ville de Lyon que tu connais par cœur puisque tu y as grandi. Quels sont aujourd'hui les principaux défis à relever pour une grande ville comme Lyon en matière de biodiversité, de préservation du monde vivant? C'est une ville qui est quand même particulière, qui est traversée par 2 fleuves, donc vous avez cette richesse-là, qui est entourée de verdure, mais assez dense quand même dans le centre-ville. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo de Lyon aujourd'hui et des enjeux et des défis à relever? Oui, alors ouais, c'est vrai que Lyon, comme tu dis, on a de la chance qu'on est traversé par 2 grands fleuves, la Saône et le Rhône. Il y a quand même des grands parcs urbains, comme le parc de la Tête d'Or, le parc de Méribel plus au nord. Et surtout que dans chaque arrondissement, il y a quand même pas mal de squares de parcs. Donc, il y a quand même une trame qui est une trame verte. Donc, les trames, c'est vraiment des zones qu'on définit comme des espaces de déplacement pour les espèces, qui sont bien définis. Lyon aussi, c'est une des villes où quand même il y a un changement de mentalité dans les services publics. C'est-à-dire qu'on laisse des prairies en gestion différenciée. Donc, on ne va pas tondre, on va laisser les graines monter en fleurs pour permettre aux insectes de pouvoir butiner, aux oiseaux de pouvoir manger les insectes, faire tout le cycle. De faire attention à la gestion de la ressource des arbres. Enfin, voilà. Il y a quand même toute une mentalité qui a beaucoup changé à Lyon. Ils sont assez novateurs là-dedans, quand même, dans ces pratiques. Après, il y a toujours des choses qui manquent parce que quand on parle de biodiversité urbaine, on pense aux parcs, on pense aux plantations. Mais après, le reste, c'est les oubliés. C'est-à-dire qu'on pourrait végétaliser les toitures, on pourrait végétaliser les façades, on pourrait végétaliser plus les cours d'eau. En fait, chaque espace peut être vraiment repensé. Et nous, c'est ce qu'on aime dans l'association, c'est ce qui nous motive. Chaque espace peut vraiment être repensé en faveur de la biodiversité, du cadre de vie des habitants, de la baisse du phénomène d'îlot de chaleur. Tout peut être optimisé et surtout, ça coûte pas cher, c'est à moindre coût, ça peut être participatif, c'est des moments qui sont sympas. Et c'est ce qu'on aime bien faire, un peu essayer de créer des nouveaux projets, des nouveaux concepts pour qu'après, les techniciens puissent le reprendre et le développer dans chaque arrondissement et de s'intéresser pas vraiment qu'à ces gros ensembles verts, mais à chaque petit endroit à la voirie, voilà, tous ces espaces-là qui sont un peu oubliés. Et peut-être de faire attention à qu'est-ce qu'on plante en milieu urbain. Nous, c'est un des gros problèmes qu'on a avec les services, par exemple, c'est que on est dans une démarche où on va planter de partout. On plante à fond, mais on oublie, par exemple, les milieux ouverts comme les prairies. Il y a plein d'espaces qui sont, parce que c'est moins vendeur, qui sont un peu oubliés et on plante pour planter, mais sans vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'on plante. Et du coup, c'est assez compliqué parce que maintenant, il faut réfléchir un peu sur le long terme et se dire, voilà, quand on plante, c'est pendant tant d'années. Donc, on choisit une espèce et on s'y tient et on arrête l'ornemental. On arrête de planter des espèces d'Asie, des espèces qui viennent d'Amérique. On essaye de planter des espèces qui correspondent au mieux à la biodiversité locale, à notre territoire. Et ça, c'est encore un gros travail qu'il y a à faire et qu'on fait un peu tous les jours, de changement de mentalité et de changement de gestion de l'espace pour pouvoir faire les choses, pour pas revenir encore une fois en arrière. C'est-à-dire que dans 10 ans, on va se dire « Ah mince, en fait, on aurait dû planter ça ». C'est éviter de continuer dans cette boucle-là où on teste des choses et au final, ça marche pas. D'essayer de revenir sur des aspects plus naturels. Planter des espèces en s'adaptant à la biodiversité locale, en s'adaptant aussi aux conséquences du dérèglement climatique. Je sais que plusieurs villes
En Suisse, par exemple, ont décidé de planter plutôt des cèdres du Liban qui vont s'adapter, en tout cas c'est les perspectives qui ont été projetées, s'adapter sur le long terme avec des températures de plus en plus élevées. Vous prenez aussi en compte ces sujets? Oui, alors après, moi, c'est juste à titre personnel, je suis pas trop d'accord avec cet argument. Mais en fait, personne n'est d'accord. Enfin, même dans le milieu naturaliste, personne ne sait vraiment quoi planter. On est vraiment sur, voilà, chacun a son avis, mais personne, il n'y a pas de bonne solution pour l'instant. Nous, on essaye de planter du coup vraiment des espèces locales issues de la région. Et après, dans les espèces les plus sudistes qu'on va planter, c'est les espèces du sud de la France. On s'arrête là. Parce qu'on part du principe que, par exemple, si on plante une espèce par exemple, qui vient d'Afrique du Nord, même si c'est Afrique du Nord, c'est des espèces qui évaporent, transpirent beaucoup moins. Du coup, en fait, qui vont pas faire ce phénomène de îlot de fraîcheur, qui sont déjà habitués à garder la chaleur. Pour moi, dans la partie où on plante pour rafraîchir les villes des espèces qui viennent d'endroits où il fait très chaud, en se disant que comme ça, elles sont déjà acclimatées, bah, ça va continuer à faire un phénomène de réchauffement de la ville. Et dans ces cas-là, on va planter des cactus à la fin parce que c'est le seul truc qui va pousser. Je pense que c'est bien de faire un peu des mélanges. Nous, ce qu'on a vu dans nos petites expérimentations, c'est qu'on plante vraiment que des espèces locales de la région. On nous a dit que ça ne marcherait pas. Elles ont toutes reprises à 95%, sans arrosage. Donc ça montre bien que la nature, elle a horreur du vide. Et aussi, il faut savoir comment on plante. Si on vient directement avec un cèdre du Liban de 3 mètres, alors lui, ça va être très compliqué pour lui de se développer. Si on plante des petits, donc on appelle ça des jeunes sions, des petits arbustes de 1 mètre, c'est comme, je veux dire, c'est comme un enfant. Ça va s'adapter beaucoup plus vite. Et du coup, il va grandir dans le milieu urbain avec toutes les contraintes. Mais c'est vraiment important de privilégier ces espèces-là parce que sinon, on va se retrouver avec des habitats qui ne correspondent pas à la faune locale, qui vont attirer des espèces dites invasives, qui vont du coup faire de la concurrence avec nos espèces, mais en plus qui joueront même pas leur rôle de filtration de polluants, que de rafraîchissement des villes. Ça, c'est un truc, par exemple, on essaie vraiment de parler avec les services espaces verts pour éviter ce changement-là. Bien sûr, faire des compromis parce qu'il y a toujours cette envie aussi, c'est le milieu urbain, il faut que ce soit assez diversifié et tout. Donc, il faut trouver des compromis entre ce que chacun souhaite, mais pas oublier les espèces locales. C'est le rôle aussi de votre association que d'avoir cette fonction, ou en tout cas cette mission de plaidoyer. Oui, c'est ça. Et puis aussi de remettre un peu au goût du jour les espèces locales qui sont hyper belles qu'on oublie, les marronniers, les chênes, toutes ces espèces, c'est un peu... je ne sais pas pourquoi, pourtant c'est hyper joli, mais c'est un peu les oublier Elles sont boudées dans les palettes végétales. Ouais, elles sont un petit peu boudées, mais on y reviendra peut-être. Tu parlais d'espèces invasives, on les observe déjà. Je pense, alors je ne connais pas du tout leur nom scientifique, mais aux perruches qu'on voit partout maintenant. Le frelon asiatique et tant d'autres espèces dont on a parlé, c'est aussi pourquoi il faut privilégier les espèces locales, selon toi, pour essayer de préserver au maximum notre monde vivant. Parce qu'on le sait, ces espèces invasives dévorent toutes les espèces environnantes. Oui, c'est ça. Par exemple, la perruche, donc, là, elle commence à arriver à Lyon, ce qui était étonnant, parce qu'elle est beaucoup à Paris, Montpellier, et Lyon, on était pour l'instant épargnés. L'autre jour, on m'a dit qu'il y avait des grands groupements qui ont été vus vers le parc de la Tête d'Or. Le problème, c'est que vu que c'est des espèces dites jolies, à fort capital sympathique, les personnes les nourrissent. Nous, notre problème en tant que naturalistes, c'est que les perruches vivent dans les cavités des arbres et que leur reproduction est avant les espèces locales, comme la citelle, par exemple, ou les pics. Et du coup, elles vont prendre leur habitat et elles sont assez agressives. Du coup, elles vont faire fuir les espèces qui nichent là d'habitude. On ne sait pas quelles fourmis. Il y a des fourmis invasives à Lyon, par exemple, qui ont été importées à cause des pots de fleurs, qui font des méga colonies, qui sont problématiques dans des crèches actuellement, parce qu'on ne sait plus comment lutter pour ces espèces, mais c'est nous qui les avons apportées. Et tant qu'il n'y a pas le prédateur, comme avec la pyrale du bi, par exemple, où maintenant il y a les mésanges qui viennent les prédater, c'est assez compliqué. D'où l'importance de rester à une échelle locale, autant que faire se peut. Le cycle est bien fait, quoi. Oui. Revenons à l'essentiel, finalement. C'est plutôt ce que vous prônez avec des espèces par million, et vous avez bien raison. Et alors, avec vos spécialités respectives, cette envie de créer une association pour réaliser des vidéos dans un premier temps et pouvoir transmettre en fait votre savoir
et sensibiliser. Ça, tu nous le disais, la genèse de l'association, c'est en 2015, 2016. 2018, tu soulignes que c'est plutôt à partir de ce moment-là que l'association a vraiment commencé à exister et a commencé son essor. Comment est-ce que ça a évolué depuis 2018 ? Ça fait quand même 7 ans maintenant. Et ben, ça a plutôt bien évolué. On est passé de 2 salariés à 5 salariés dans l'association. Maintenant, on est une équipe en plus avec 2 services civiques. On a un conseil d'administration de 5 personnes. Et surtout, ce qui a beaucoup évolué, c'est la diversité de nos partenaires et l'implication des bénévoles. On a vraiment une grosse communauté bénévole qui vient nous aider. Parce que sur la plupart de nos actions, donc on fait beaucoup, par exemple, de chantiers participatifs dans l'espace public. Donc, ça veut dire la création de mares, la plantation de haies, la végétation de façade. Un seul salarié, on ne peut pas. Donc, chaque fois, il y a un groupe de 20 bénévoles qui viennent nous aider. Toutes les actions qu'on arrive à mener au cours de l'année, c'est grâce aux bénévoles et à leur implication. Donc, je pense que c'est une des plus grosses avancées de l'asso. C'est vraiment ce côté de l'implication des habitants et pas forcément des naturalistes. Au contraire, on n'en a pas beaucoup. C'est plutôt des personnes qui ne sont pas du tout du milieu. Ils sont danseurs, infirmiers, médecins. Enfin, vraiment, c'est assez varié. Mais qui ont envie de donner un coup de main pour aider la biodiversité, pour apprendre. Et c'est un peu, pour moi, c'était quelque chose de très important dans l'association, vu que j'étais vraiment novice au début, c'est de montrer qu'on n'a pas besoin d'être scientifique, d'être naturaliste pour s'intéresser et préserver la nature. On peut tout simplement venir aider à planter une haie, on peut faire de la relecture de fiches espèces, on peut faire un dessin, il y en a qui font des petites émissions de radio, il y en a d'autres par exemple qui vont se former pour apprendre à reconnaître les oiseaux, et on propose des formations de débutants à experts. Donc on essaie de proposer un vaste panel d'actions pour vraiment inclure le maximum de personnes et que chacun puisse trouver sa place dans l'association. Et ça, je pense que c'est une des forces qu'on a maintenant aujourd'hui, c'est ce groupement de bénévoles qui font maintenant même des activités en autonomie sans nous. Donc, c'est vraiment chouette. Oh, ça, c'est un bel accomplissement qu'ils puissent se réunir sans que vous ayez à chapeauter forcément leurs actions. Ça, c'est génial. Comment est-ce que ça s'est mis en place au début, les premiers bénévoles qui vous ont donné un petit coup de main sur quelle mission? Voilà, comment est-ce que vous avez eu un peu... ça s'est construit finalement? Parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est une association qui est bien installée, qui a beaucoup de chantiers. On aura l'occasion d'en reparler. Mais au départ, comment ça s'est passé? Alors au départ, c'était pas mal de nos amis quand même qui étaient bénévoles. On a commencé avec un programme qui s'appelle le plan biodiversité du 1er arrondissement de Lyon. Et du coup, l'objectif, c'était de proposer un maximum d'actions dans le 1er arrondissement. On avait vraiment un groupe de bénévoles du 1er qui venaient régulièrement et au fur et à mesure, par le bouche à oreille, ça a permis d'avoir de plus en plus de monde dedans. Mais au début, c'était vraiment les habitants du quartier qui ont participé à l'essor de l'association. Et après, donc, cette mission avec le 1er arrondissement de Lyon, vous en êtes venu à des projets de plus en plus ambitieux, des projets de plus en plus longs aussi. Est-ce que tu peux nous raconter ce cheminement et peut-être le projet qui t'a le plus marqué, le premier projet qui t'a le plus marqué, tu vois, de par son envergure, de par la mobilisation de bénévoles? Est-ce qu'il y en a un qui a retenu particulièrement ton attention? Il y en a un quand même qui a fait passer un cap à l'asso, je pense, c'est le projet Gabiodive à la Guillotière, qui a été mis en place en décembre 2021, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ce que j'avais noté, je crois. Et lui, ça a été notre premier gros projet de chantier sur l'espace public, qui était assez innovant parce que ça n'existait pas sur Lyon de mettre en place ce type d'aménagement, surtout par une association. Et il y a eu un avant-après quand même des espèces par million, avant cet aménagement et après. Donc c'était vraiment un des gros marqueurs de l'asso. Il y a une page internet dédiée à ce projet, spécifiquement en parallèle de votre site. Est-ce que tu peux nous raconter, déjà peut-être nous situer le quartier de la Guillotière, nous expliquer où se situait ce projet et puis nous raconter un peu l'accomplissement et la réussite de ce projet? Oui, alors donc le projet Gabiodive, donc il est au niveau de la Guillotière. La Guillotière, c'est en plein centre de Lyon. C'est pas loin de la place Bellecour. C'est une zone qui est hyper minéralisée. Voilà, il n'y a pas de parc autour. Je crois que la première berge naturelle est à 1250 mètres. Enfin, vraiment, voilà, c'est très éloigné. C'est un no man's land. Il n'y a rien. Ça fait vraiment, c'est un endroit où il y a une véritable cassure, une coupure entre le nord de Lyon et le sud de Lyon qui sont assez végétalisés grâce à Méribel, par exemple, et l'île du Beurre. Et toute la partie Lyon-Centre est complètement, les quais sont complètement urbanisés. Et du coup, l'idée du projet, c'est de dire, vu que les quais sont canalisés et urbanisés, et qu'on sait que 90% de la biodiversité dépend des zones humides pour pouvoir se développer, il y a un enjeu assez fort aussi à pouvoir restaurer ces continuités écologiques pour permettre à ces espèces de pouvoir accomplir leur cycle de vie.
Et c'est là où est né un peu le projet Gabiodive, c'était de poser, entre guillemets, enfin de créer une berge quasi naturelle dans cette zone-là complètement urbanisée, avec toutes les contraintes du milieu urbain, c'est-à-dire le bâtillage et bateaux. C'est un espace qui est classé au patrimoine UNESCO, qui est accessible par exemple aux promeneurs. Il y a les crues qui sont très présentes. Voilà, on a eu énormément de contraintes sur ce milieu-là, mais on a voulu tester un peu ici cet aménagement. Donc il n'est pas grand, il fait 60 mètres. Et il consiste, en fait, les gabions, donc c'est des cages métalliques qu'on installe sur une dalle. Et dedans, on met des couches de gravier, on met un géotextile et c'est comme un gâteau. On met différentes couches, différents substrats pour permettre du coup à un maximum d'espèces de pouvoir venir sur cet aménagement. Et après, on laisse, du coup, on plante un tout petit peu, je crois, on a planté 12 espèces végétales. Et après, on laisse du coup la nature revenir et on étudie ça. On étudie aussi bien la reconquête de la biodiversité, mais aussi comment les habitants réagissent vis-à-vis de cet aménagement et comment l'aménagement aussi réagit vis-à-vis des contraintes techniques comme les crues, par exemple. Et c'est des caisses que vous accrochez à la rive? Non, elles sont lestées. Elles sont lestées, d'accord. Directement. Parce qu'on n'a pas le droit, vu que le quai est classé. Du coup, il fallait trouver une solution pour que ce soit lesté directement. Ouais. Donc, elles sont lestées, donc elles sont quand même, il y a plusieurs mètres de substrat. Oui, c'est vraiment assez gros. Et puis, l'objectif, c'était un peu qu'il y ait vraiment cette connectivité entre le milieu terrestre et le milieu aquatique. Souvent, quand il y a de la restauration de cours d'eau, on met quelque chose qui est assez flottant. Et du coup, il n'y a pas cette capillarité qui est vraiment intéressante pour ces espèces des zones humides. On a beaucoup étudié les libellules en fait pour développer cet aménagement parce que les libellules, on les considère dans le milieu comme des espèces bioindicatrices, c'est-à-dire que chaque espèce va renseigner du coup sur son habitat et d'une manière très très spécifique. Il y en a par exemple qui vont vivre 1 mois sous forme larvaire, d'autres 2 ans, d'autres 3 ans. Donc en étudiant les libellules, ça nous permet d'avoir vraiment une grille assez intéressante. Et plus on mettra en place d'aménagements pour telle espèce de libellule ou une autre, plus ça permet à d'autres espèces de pouvoir venir. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais ça permet d'ouvrir en fait le champ des possibles pour les autres. Plus que c'est les plus compliqués en exigence écologique, plus on travaille les aménagements pour elles, puis ça permet après à toutes les autres espèces de pouvoir venir. Et donc là, les libellules, vous avez pu les observer, elles sont venues, comment ça s'est passé? Oui, là pour l'instant, on est à 15 espèces de libellules, donc on est vraiment, vraiment contents. Est-ce que vous avez observé d'autres espèces dans ce projet Gabiodive? Oui, alors là, je crois, au niveau de la faune, on est à 120, 130 espèces qui sont revenues contre quasiment, 0 au début, vu que c'était un cap bétonné. On a des espèces intéressantes. On a eu la reproduction du brochet, par exemple, donc qui est un poisson qu'on peut observer dans le Rhône, mais qui est de plus en plus compliqué parce qu'il n'y a plus d'endroits pour qu'ils puissent se reproduire. Maintenant, en fait, on fait plus des relâchés. On les fait reproduire dans des endroits réservés à leur reproduction et après, on les relâche dans le Rhône. Et là, c'est la première fois où, du coup, il s'est reproduit dans l'aménagement alors que c'est en plein centre du milieu urbain. Donc, c'était assez intéressant. Dans les oiseaux, on a le martin-pêcheur, le héron cendré, le chevalier guignette. Enfin, on a une belle diversité d'oiseaux qui sont venus sur l'aménagement. Pas de reproduction parce que l'aménagement est petit. Et puis, il y a pas mal de passages de rats quand même, vu qu'on est en plein centre de Lyon. Donc, pour les œufs et tout, la reproduction, c'est quasiment impossible. On a des grenouilles qui sont venues l'année dernière. Des castors, non, pas sur celui-ci? Si, il y a le castor qui est revenu. Assez rapidement, lui, en février, directement. Donc, c'était un peu la mascotte de l'aménagement. Alors, lui, du coup, il vient juste manger sur l'aménagement. Il fait juste un passage. Mais il passe assez régulièrement. On a compté à peu près, c'est tous les 2-3 jours. On peut le voir. Et nous, on l'a déjà vu à 5h du matin en faisant l'inventaire. Je l'ai déjà filmé à 15h, je crois. Enfin, vraiment, lui, il n'a pas peur. Ouais, on peut le voir sans souci. Non, c'est plutôt chouette. Et puis, il entretient bien l'aménagement. Donc, on n'a pas trop à passer parce que du coup, il nous fait le ménage. Taille, ouais. Donc, je le disais, c'est en plein cœur de Lyon, une zone très, très urbaine. Comment est-ce que vous avez procédé pour observer ces espèces? Vous allez en planque, je ne sais pas comment on dit, pour les naturalistes. Vous vous installez là et puis vous observez. C'est vous? Ce sont des bénévoles? Ce sont vos salariés? Comment ça se passe? Alors, nous, on fait des protocoles standardisés. C'est-à-dire que tous les mois, on passe tel jour, faire tel protocole d'observation. Par exemple, on observe pendant 15 minutes ce qui se passe sur l'aménagement pour les oiseaux, voilà, pour pouvoir faire une analyse du coup au fur et à mesure. Après, c'est beaucoup les bénévoles qui nous envoient des photos, qui nous disent un peu ce qu'ils ont vu dessus. Donc voilà, c'est les 2 types d'observations qu'on fait. Des observations nocturnes? On pose du coup avec des pièges photos, donc qui sont des caméras trappes pour voir un peu ce qui se passe la nuit sur l'aménagement. Du coup, ça nous donne des scènes très sympathiques de castors, de hérons qui est en train de pêcher, enfin voilà, de pouvoir observer ce qui se passe quand on dort. C'est assez chouette.
Ce projet, Gabiodip, vous l'aviez pensé en vous inspirant de pratiques qui ont lieu dans d'autres villes françaises ou peut-être même à l'étranger, ou c'est quelque chose que vous avez complètement imaginé et construit? C'est quelque chose qu'on a complètement imaginé. Après, on a quand même regardé ce qui se passait à l'étranger, notamment en Suisse et en Belgique. Mais c'est plus des radeaux flottants. Donc, c'est pas le même concept. Et non, ouais, tout le projet a été imaginé par Quentin et moi. Génial, félicitations. Merci. Aujourd'hui, ce projet, il a pour but d'être partagé, d'être reproduit. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre en lisant votre site internet. Comment est-ce que vous imaginez la suite pour un projet comme celui-ci? Oui, alors là, c'était en fait le premier projet, donc un peu expérimental. Donc, il y avait une volonté un peu politique d'avoir un retour d'arrière de plusieurs années pour voir si ça résistait bien. Maintenant, on a passé enfin ce cap cette année et on va pouvoir du coup le développer dans d'autres endroits dans Lyon. Et surtout, ce qu'on voudrait, c'est de faire des plus grands linéaires. C'est pas forcément de faire tous les quais, mais de faire des patchs à certains endroits, mais plus que 60 mètres pour permettre du coup aux espèces de pouvoir se développer un peu plus. Et parce que 60 mètres, ça reste quand même petit, quoi. À Lyon, mais aussi ailleurs, est-ce qu'il y a d'autres associations qui ont pris contact avec vous pour essayer de développer le projet dans leur propre ville? Pas des associations, mais plutôt des collectivités. Donc, par exemple, on a la ville de Paris, on a la mairie de Genève et la ville d'Angers. C'est les trois qui ont pris contact avec nous pour pouvoir le développer. Et on a participé à plusieurs colloques autour de l'eau, des colloques européens sur la gestion de l'eau en milieu urbain. Donc, le projet a été présenté, les personnes connaissent un peu le projet. Ça se fait tout doucement, mais c'est assez nouveau quand même, cette partie restauration de cours d'eau. Il y a quelques années, par exemple, même nous, pendant notre BTS, la nature en ville, ça n'existait pas. C'est ce qu'on nous disait, par exemple, quand on leur disait, mais nous, on veut travailler en milieu urbain. Même notre directeur nous disait, mais qu'est-ce que vous faites? Ça n'existe pas, allez travailler dans les parcs naturels, c'est pour ça que vous êtes formés. Donc surtout, ne faites pas ça. Et c'est vrai qu'au début, tout le monde nous prenait un peu pour des fous, nos familles, nos amis, en mode, maintenant, ça paraît une norme, mais en fait, c'était long. Et il y a quand même une belle évolution, parce que maintenant, je veux dire, il y a de la gestion un peu plus différenciée, on fait attention à ce qu'on plante, la nature en ville et même dans les programmes politiques. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent sur l'espace terrestre, mais le milieu aquatique est encore un des grands oubliés des programmes. Et du coup, je pense que ça va venir au fur et à mesure, mais c'est peut-être encore un peu tôt pour que ça donne envie à tout le monde de vouloir le développer. C'est très intéressant ce que tu expliques sur l'évolution aussi des mentalités et des mœurs par rapport au monde vivant et à sa présence en ville. C'est vrai qu'il y a quelque temps, on n'en parlait pas du tout, comme tu le soulignes. Ça évolue en bien? Oui, complètement. Moi, je trouve que par rapport au début de l'association ou de notre volonté de faire ça, ça ne fait que d'augmenter dans le bon sens. C'est-à-dire que maintenant, il y a une prise de conscience quand on parle de nature en ville, c'est plus un concept farfelu. Même les gens qui ne veulent pas ou ça ne les intéresse pas sont conscients qu'il y a de la biodiversité en ville. Donc, il y a quand même un énorme changement des mentalités. Que ce soit même dans le milieu scolaire, où on apprend beaucoup plus l'écosystème d'une mare maintenant, qu'il y a de plus en plus d'actions pour végétaliser les cours d'école, impliquer les enfants. Vu que le monde est assez chaotique quand même, dans tout ce qu'on voit dans les journaux et qui est vrai, c'est un peu la galère. De prendre du recul et de voir que quand même dans l'espace urbain ou dans notre secteur d'activité, entre guillemets, ça évolue vraiment dans le bon sens et du coup, ça donne envie de continuer quand même. Et je pense que c'est pour ça aussi que l'association, elle marche bien parce que c'est un peu un message positif pour les habitants de se dire, en fait, venez et ensemble, facilement, on va mettre en place des actions, on va arrêter d'attendre que ça vienne de, entre guillemets, plus haut et qu'il se passe quelque chose, on va le faire ensemble comme ça et on va voir du coup ce que ça donne. Et du coup, ça donne envie plus facilement de se mettre à l'action parce que c'est assez positif et les résultats sont là. Gabiodip, en quelques années, ça fait plus de 4 mètres, je crois, à peu près de végétation. Et du coup, ça permet de montrer que la nature hors du vide, ça permet de montrer que même une association, même des habitants, en fait, on peut mettre en place des choses, on peut voir rapidement les impacts, revoir la biodiversité revenir et être assez content de ce qu'on met en place. C'est finalement l'association des espèces par million, elle est aussi porteuse d'espoir. Elle permet de s'approprier le monde qui est autour de nous, de le comprendre en tout cas, et pour mieux le protéger, bien sûr, mais pour mieux l'observer aussi. Et ça, je pense que ça a tout de suite un impact quand même, parce qu'à partir du moment où tu peux identifier une espèce d'oiseau supplémentaire ou un végétal, tu peux le transmettre, tu peux en parler autour de toi, et petit à petit, c'est comme ça qu'on fait évoluer aussi. Ouais, c'est ça. Et puis, nous, c'est ce qui nous motive à continuer dans notre milieu, parce que sinon,
il n'y aurait pas trop de motivation à continuer dans le milieu associatif en tant que naturaliste s'il n'y avait pas un peu le message d'espoir et l'envie de donner le maximum pour essayer de faire changer les mentalités, faire changer les programmes politiques, permettre aux enfants d'en apprendre encore plus et de les former dès leur plus jeune âge sur ces questions-là. En tout cas, moi, je sais que c'est un besoin, sinon je ne ferais pas ce métier-là s'il n'y avait pas tout ce truc, ces encouragements et cette volonté des habitants. C'est surtout ça, moi, qui m'impressionne. C'est vraiment les habitants qui veulent mettre en place les aménagements, qui veulent voir les choses changer et qui ont compris que c'était à nous de le faire, quoi. C'est à nous de nous remonter les manches et de le faire direct, quoi. En parallèle du projet Gabiodive, vous avez également développé, entamé un chantier participatif juste en bas de votre bureau. Tu me l'as montré par la fenêtre tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en parler ? C'est aussi une réhabilitation, mais là, c'est plutôt une réhabilitation des berges, donc avec vraiment la volonté de créer différents espaces et lieux de vie accueillants pour les espèces. Je sais que vous avez travaillé avec différents substrats, voilà, j'ai regardé une vidéo sur votre chaîne YouTube, il y avait une partie avec des graviers, une partie avec plutôt des végétaux, etc. Ça, c'est une volonté de réhabiliter plutôt la partie bétonnée du quai, c'est ça ? Oui, c'est ça, parce que Gabiodive, ce qu'on a mis en place à la Guillotière, c'est un type d'aménagement parmi tant d'autres. C'est pas la solution magique pour tous les projets. Et pour tous les quais, pardon. Et l'idée, c'était un peu de développer différents types de restauration de cours d'eau en fonction de la morphologie du quai. Et du coup, celui-là, donc, il est à Vieux-Lyon, sur le quai Pierre-Cise, donc qui est un endroit aussi très urbanisé, et c'est un ancien bas-port. Et l'objectif, c'était d'enlever une dalle de béton, donc qui fait à peu près 200 mètres, d'enlever ce béton, de recréer un cheminement pour les habitants, et de part et d'autre, de végétaliser cet endroit. Donc, c'est-à-dire que du côté du mur, par exemple, il faudra imaginer qu'il y a pas mal d'arbres et d'arbustes de zones humides qui vont pouvoir pousser, donc qui feront 5-6 mètres. Il y a des mares temporaires aussi sur le côté. Et vers la Saône, il y a la mise en place de ces aménagements Gabiodive, du coup, ces aménagements posés, lestés dans l'eau, qui sont mis en place. Donc, ça sera vraiment dans l'idée de créer un havre de verdure dans le centre urbain de Lyon, mais avec cette volonté de faire venir l'habitant au milieu de l'aménagement, parce qu'il y aura un cheminement du coup dedans. Ce projet, pour l'instant, vous avez cet espace qui fait, donc tu le disais, 200 mètres, c'est ça ? Vous en avez d'autres dans Lyon en cours ? On a fini un à la Mulatière en phase de confluence, qui lui me fait à peu près 300 mètres, si je ne dis pas de bêtises. Lui qui est complètement différent parce que c'est une dalle bétonnée qu'on a végétalisée et là qui est quasiment inaccessible au public. Donc là, c'est vraiment une zone de tranquillité et de reproduction pour les espèces. Donc c'est encore une autre modalité différente. Lui, il est vraiment en plein centre du quartier et il y avait une volonté des habitants de pouvoir passer sur cet endroit, de pouvoir se poser, observer les espèces qui reviennent. Oui, donc là, ça va plutôt être de la cohabitation. C'est ça. Bon, évidemment, on comprend au fil de cet entretien que vous n'avez pas décidé de vous arrêter là avec l'association, et tant mieux. On est bien contents. J'imagine que les Lyonnais et les Lyonnaises sont bien contents de vous avoir. Dans ton dossier pour le prix Terre de Femmes, dont tu es lauréate cette année, tu mentionnais la création de sites de nidification pour différentes espèces. Le martin pêcheur notamment, mais aussi des gîtes à chauves-souris, des zones d'hivernation pour la salamandre tachetée et plein d'autres choses. J'ai retenu que 3 exemples parce que j'avais envie que tu nous expliques concrètement à quoi ça pourrait ressembler. Alors peut-être qu'on peut commencer, si tu es d'accord, par la zone d'hivernation pour la salamandre tachetée. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on doit faire pour lui permettre d'avoir cet espace ? Alors oui, ça c'était un projet qui était un peu nouveau parce que quand ils étaient en train de faire le cheminement, donc du coup c'est des caladeurs qui font le chemin, ils ont découvert sous les pierres des salamandres tachetées, ce qui était pas prévu. C'est un peu notre castor de la Guillotière qu'on trouve ici, l'espèce qui était pas trop attendue et qu'on a réussi à avoir. Donc du coup on a réadapté un peu le projet pour pouvoir qu'elles puissent hiberner tranquillement. Et là dans l'idée, donc on a des mares temporaires parce que les salamandres, leurs larves se développent dans les mares. Donc, il y a 8 ou 9 mares temporaires. Et à côté de ces mares-là, on va créer des sortes de buttes avec des galets, avec des bouts de bois. En fait, un espèce de coffrage où, à l'intérieur, l'hiver, elles pourront hiberner malgré les crues. Parce qu'on a toujours ce phénomène-là où ce quai-là, par exemple, il est sous
plusieurs centimètres d'eau, une partie de l'hiver. Et du coup, c'est de créer à cet endroit-là et aussi vers les marches, d'autres endroits où elles puissent se protéger et pas être emportées tout simplement par la Saône. C'était assez expérimental. On va tester quelque chose, mais on va pouvoir suivre. Avant que vous les découvriez, donc tu penses qu'elles vivaient sous la dalle bétonnée ou est-ce qu'elles vivaient ? On n'en a aucune idée. Vous en avez trouvé plusieurs ? On en a trouvé, et ils en ont trouvé 2. Moi, j'ai soulevé tous les cailloux. J'ai essayé d'en voir. Je les ai pas vus, mais bon, ils m'ont montré la photo, donc c'est bien validé. Mais c'est vrai que sur les quais, pour l'instant, ça n'avait jamais été vu, des salamandres sur les quais. Il y en avait un peu dans des maisons de particuliers un peu plus loin, donc elles devaient venir de cet endroit-là. Mais du coup, ça a été un peu la belle découverte de cet hiver. Parce qu'on a du mal à l'imaginer à Lyon, pour les auditeurs et auditrices qui peut-être ne connaissent pas, mais voilà, là, on a vraiment le fleuve, le quai et après une 3 ou 4 voies. Ouais. Il n'y a clairement pas de zone de végétation qui permette à la salamandre de se déplacer, donc je ne sais pas par où elle est arrivée, mais écoute, c'est tant mieux. J'espère qu'elle va se sentir bien dans ces aménagements que vous allez lui confectionner. Tu parlais aussi du martin pêcheur, puis tu en as parlé plusieurs fois dans l'épisode, du martin pêcheur d'Europe. Est-ce que tu peux nous raconter, il est présent à Lyon déjà ? Oui, je crois qu'il y a à peu près 5 couples sur Lyon actuellement. Nous, on le voit passer tout le temps devant l'aménagement, donc c'est un lieu de passage pour lui. Il se pose, on lui a mis un petit des branchages au-dessus de l'eau pour qu'il puisse se poser et manger sa pêche. Du coup, on lui a pas mal en photo là-dessus. Et dans l'idée, c'est de lui fabriquer un nichoir, du coup, parce que lui, il a besoin d'avoir des trous dans les murs pour pouvoir nicher. Et sauf que là, les murs sont complètement bétonnés, donc c'est de lui créer un nichoir pour voir si ça lui tente, si ça le tente de venir s'installer ici, quoi. Pareil, ça va être une expérimentation. Oui, parce que ça, c'est une grande cause de la perte de diversité des oiseaux en ville. C'est que les façades sont de plus en plus lisses. Il n'y a plus du tout ces petites cavités comme on pouvait retrouver dans de l'ancien. Et donc, tu m'arrêtes si je me trompe, je suis loin d'être spécialiste, mais les oiseaux ne peuvent plus nicher et donc se reproduire, etc. C'est ça, c'est un peu la crise du logement. Dans ce cas, pour chaque espèce, c'est le gîte et le couvert qu'il leur faut. Donc, s'ils n'ont pas de quoi nicher ni de quoi s'alimenter, il n'y aura pas. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'il faut toujours réfléchir sur... Parce que même quand on met en place le nichoir, s'il n'y avait pas la ressource, par exemple avec le poisson, ça ne servait à rien de mettre le nichoir. Il faut toujours réfléchir à ces 2 trucs. Et une fois qu'en fait les 2 sont mis en place, 90% de chances que ça fonctionne. Ça prend un peu de temps, évidemment, pour qu'ils reprennent l'habitude et qu'ils prennent l'habitude de s'y installer. Mais une fois qu'ils y sont, s'ils ont gîte et couvert, ils y sont bien. C'est ça. On arrive doucement à la fin de cet entretien, de cet échange. Après, voilà, l'idée, c'est que j'aille observer ce que vous avez mis en place et puis tous vos chantiers pour voir un petit peu comment ça se présente. Quel message est-ce que tu souhaiterais adresser aux auditeurs et aux auditrices de Basilic ? Alors, il y en a pas mal qui sont basés à Lyon, mais pas que, bien évidemment. Est-ce que tu as un message ? Tu le disais, toi, tu as découvert le monde vivant à l'âge de 18-20 ans même, sans rien y connaître avant, tu n'avais pas spécialement été sensibilisée. C'est bien la preuve que c'est possible de s'y reconnecter, de s'y intéresser. Voilà, quel message est-ce que tu as envie de faire passer ? Peut-être que le message que j'aimerais faire passer, c'est que malgré tout ce qu'on voit dans les médias et tout ce qui se passe qui est assez triste, je pense que c'est important qu'on arrive à rester un peu positif et surtout se regrouper pour monter des beaux projets. Être seul pour monter un projet, c'est assez compliqué. Être à plusieurs, c'est beaucoup plus sympathique, c'est beaucoup plus motivant. Essayer de rejoindre pas forcément des espèces par million, mais des initiatives locales. Essayer dans son quartier de mettre en place des actions et de pas hésiter, en fait, de pas avoir peur de commencer quelque chose parce qu'on n'est jamais seul. En fait, dès qu'on a une idée comme ça, surtout sur ces questions-là, il y aura toujours du monde qui sera intéressé et toujours du monde pour encourager et aider. Donc, ça serait un peu de... Chacun peut se retrousser les manches, que ce soit en venant dans une association donner un coup de main ou en végétalisant, par exemple, son balcon. Je veux dire, il y a 1001 façons de préserver la biodiversité, de s'y intéresser, de la connaître. Et ce n'est pas forcément des choses qui demandent beaucoup de temps, qui demandent beaucoup d'énergie, qui demandent beaucoup d'argent. C'est juste de la passion et des rencontres. Et du coup, je pense que le milieu associatif a son gros rôle à jouer là-dedans. Mais voilà, qu'il ne faut vraiment pas hésiter et ne pas se dire que c'est trop tard pour agir ou que c'est trop compliqué ou que je n'ai pas les compétences pour pouvoir mettre en place un projet. N'importe qui peut y arriver.
Génial. Merci beaucoup. La force du collectif à l'échelle locale, c'est ce qu'on retiendra de cet échange. Merci infiniment, Victorine, d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci beaucoup. Évidemment, j'indiquerai dans la barre de description tous les liens vers l'association, vers le projet Gabiodiv dont on a plus amplement parlé. Et j'invite les auditeurs et les auditrices qui auraient envie de prendre contact avec vous à le faire. Tu le disais, il y a 1001 occasions de vous rencontrer et de rencontrer d'autres bénévoles de l'association. Donc, j'espère que ce message sera entendu. À très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que le parcours de Victorine et les actions menées par l'association des espèces par millions vous auront inspiré autant que moi. Cet échange est un bel exemple de ce que je défends ici, chez Basilic. Une écologie concrète, enracinée dans les territoires. Une envie d'agir ensemble à toutes les échelles. Les actions menées par Victorine et tous les autres bénévoles de l'association des espèces par millions nous prouvent que même au cœur des villes, la nature peut reprendre ses droits si on lui en laisse l'espace. Restez connectés pour découvrir les autres portraits des lauréates du prix Terre de Femmes de la Fondation Yves Rocher. Si cet épisode vous a plu, alors je vous invite à en parler autour de vous, à le partager et à laisser des étoiles sur votre application de podcast préférée. Vous retrouverez tous les liens vers l'association et les projets évoqués dans la description de l'épisode. Un grand merci à la Fondation Yves Rocher de leur confiance pour la réalisation de cet épisode de podcast. Et si le podcast vous inspire au quotidien, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter mensuelle pour recevoir les coulisses, mes dernières découvertes green et plein d'autres jolies choses. Je vous laisse, rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, prenez grand soin de vous.